On m'entend là? Bon. Donc c'est moi qui vais vous proposer une introduction pour le débat sur le service public. Vaste sujet. Alors tout d'abord, quelques définitions pour savoir de quoi on parle. Service public, secteur public, fonction publique, on mélange souvent, y compris moi, donc autant caler un peu les définitions pour savoir de quoi on parle. Ensuite, issue de ces définitions, une liste de questions à nous poser sur le sujet. Et enfin, on essaiera de trouver une organisation pour travailler ensemble sur cette question. Donc, je vais parler de ce sujet de manière très générale. Des camarades dans la salle pourront, s'ils le souhaitent, développer pour la Poste, la SNCF, l'Éducation nationale, la santé, les services publics territoriaux. Alors, première définition du service public. La technique ne suit pas. Il n'y a rien. Un service public est une activité exercée directement par l'autorité publique, État, collectivité publique, locale, ou sous son contrôle dans le but de satisfaire un besoin d'intérêt général. Des missions de service public peuvent être assurées par le secteur privé par délégation de service public. Les trois grands principes auxquels sont soumises en théorie les missions de service public sont la mutabilité, c'est-à-dire la capacité d'adaptation aux conditions et aux besoins, l'égalité dans l'accès aux services et dans les tarifs, et la continuité. Alors déjà, rien qu'à partir de cette définition, de nombreuses questions se posent. Première question, l'intérêt général, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un choix philosophique, politique, qui consiste à penser que ce qui est important, c'est l'être humain, son bien-être, et que la société doit s'organiser à son service. Autrement dit, c'est penser qu'il y a des biens communs qui justifient un service public. Mais quels sont-ils ces biens communs? Autrement dit, quelle doit être l'étendue du service public? C'est déjà une première question à se poser quand on réfléchit au service public. Alors, nous avons à défendre l'existant contre les attaques du gouvernement, en particulier concernant la sécurité sociale, mais pas seulement. C'est tout le service public qui est attaqué par des suppressions d'emplois, par l'asphyxie financière. Mais si nous avons à nous défendre, n'avons-nous pas aussi à conquérir de nouveaux services publics, par exemple dans le domaine de la petite enfance, dans le domaine du grand âge? Par exemple. Autre question d'importance. À quel niveau est-ce qu'un service public doit être pris en charge? Quelle est l'autorité publique la plus pertinente pour exercer tel ou tel service public? Est-ce l'État? Est-ce les collectivités territoriales avec les conseils généraux, les conseils régionaux, les mairies? Du coup, là on va parler d'actualité, nous avons à réfléchir à l'impact sur le service public de la réforme des collectivités territoriales qui vient d'être votée. Cette réforme consiste en gros à remplacer les 6 000 conseillers généraux et conseillers régionaux par 3 000 conseillers territoriaux. Donc à privilégier le niveau régional, les métropoles et les intercommunalités aux dépens des départements et des petites communes, avec à terme leur disparition, du moins en tant que structure autonome du point de vue financier. Pour la CGT, c'est donc une recentralisation qui éloigne les citoyens des lieux de décision. Ceci allié à la suppression de la taxe professionnelle qui représente 50% des ressources fiscales des collectivités territoriales, on voit bien que les services territoriaux et leurs usagers ne vont pas y gagner. Alors, concernant le niveau territorial, on peut aussi se poser la question de la pertinence du niveau européen pour certains services publics, par exemple les transports. Mais ça supposerait de peser sur l'orientation politique de l'Europe, en particulier avec la CES, Confédération européenne des syndicats. Car pour l'instant, avec le dogme de la concurrence libre et non faussée, l'Europe politique actuelle est plutôt l'ennemi de nos services publics nationaux. Mais ça pourrait changer, donc on peut se projeter dans l'avenir. Plus largement, pourquoi ne pas imaginer un service public mondial, par exemple pour l'eau, en disant que l'eau c'est le bien commun de toute l'humanité.
Alors, quand on évalue un service public, les critères sont l'efficacité du service rendu, la proximité et donc l'aménagement du territoire, l'égalité entre les citoyens, le traitement des salariés, mais aussi la démocratie. Donc, question importante à nous poser aussi. Quelles modalités, au-delà des référendums, pour associer les citoyens, les personnels, les élus, les syndicats à une gestion démocratique des services publics? Autre question, tout ça découle de la définition. Puisqu'une mission de service public peut être assurée par une délégation au privé, est-ce qu'il y a des cas où la délégation au privé est préférable? Si oui, dans quelles conditions? Alors, à noter, il faut faire la différence entre les délégations à des associations à but non lucratif et à des entreprises qui visent le profit. Enfin, dernier point d'importance, les finances. Quel autre partage des richesses pour financer un service public qui puisse remplir ses missions? Quel impôt? Quelle taxe? Autre question, quelle part de financement pour l'usager et quelle part pour la collectivité, suivant les services publics? Et lesquels doivent rester ou devenir gratuits aussi. Alors, deuxième définition. Là, maintenant, on va définir le secteur public. Alors, définition de secteur public. Secteur public et service public sont deux notions différentes. Le secteur public ne comprend pas les délégations au privé. La notion de secteur public s'oppose à la notion de secteur privé. Par ailleurs, le secteur public peut assurer des fonctions qui ne relèvent pas de l'intérêt général, comme la production d'explosifs. Le secteur public est constitué de trois composantes. Les administrations publiques qui ont en charge les activités d'intérêt général, ministères, établissements publics, collectivités territoriales. Les établissements publics chargés de la sécurité sociale, les caisses nationales. Les entreprises publiques dont l'État ou les collectivités territoriales détiennent au moins 51% du capital social. Leur statut est variable. Il peut relever du droit public ou du droit privé, société anonyme en général. Quand le statut d'une entreprise publique évolue en société anonyme, c'est pour préparer l'ouverture du capital, c'est ce qui est arrivé à la Poste. L'ouverture du capital, c'est quand le privé prend moins de 50% de l'entreprise, et quand le privé prend plus de 50%, c'est une privatisation. Dernière définition. Définition de fonction publique. La fonction publique est au service de l'administration. C'est une partie des moyens humains dont dispose l'administration. C'est l'ensemble des fonctionnaires, c'est-à-dire des personnes nommées dans un emploi permanent, le plus souvent après un concours et titularisées dans un grade. Fonctionnaire, c'est un statut particulier qui comporte des droits et des devoirs. La garantie de l'emploi à vie, sauf démission ou révocation, mais aussi le devoir de neutralité, d'obéissance à la hiérarchie, de discrétion professionnelle. Ce statut est fortement attaqué par le gouvernement actuel. Les fonctionnaires sont répartis dans les trois fonctions publiques. Fonction publique d'État, fonction publique territoriale, commune, département, région, fonction publique hospitalière. À noter, on emploie abusivement le terme de fonctionnaire pour les salariés d'entreprises publiques comme les cheminots par exemple, qui ne sont pas fonctionnaires. À savoir aussi, sur les 5,32 millions de salariés de la fonction publique, donc les trois fonctions publiques si vous voulez, 1 million de salariés, soit 20%, ne sont pas des fonctionnaires mais des salariés précaires, des enseignants, des employés territoriaux, des hospitaliers. C'est dans la fonction publique territoriale qu'il y en a le plus, 30%. Réfléchir au service public, à l'intérêt général, c'est donc aussi réfléchir au statut de ses salariés, car il n'est pas sans lien avec la qualité du service rendu. Dernier point, et c'est peut-être le plus important, comment évaluer nos besoins et faire aboutir nos revendications. La question de la création d'un collectif service public CGT se pose à nous. Le service public se prête particulièrement à une activité interprofessionnelle, aussi bien avec nos syndiqués du secteur privé qu'avec nos syndiqués du secteur public, concernés en tant que salariés, mais aussi en tant qu'usagers. On a vu, avec la réussite de la votation citoyenne pour la Poste, que la population ne demande qu'à être informée et mobilisée. Encore faut-il s'organiser pour atteindre ces objectifs. D'autre part, il existe des collectifs locaux ainsi qu'une coordination nationale, des états généraux
du service public, dont la CGT fait partie, ainsi que pour les syndicats FSU, Solidaires, il y a des partis politiques de gauche et des associations. Ces collectifs, donc, y compris avec la CGT qui est dedans, quoi, réclament au gouvernement une ouverture d'états généraux des services publics. Alors ce collectif, il existe pour le Gard à Nîmes, donc pour l'instant, moi je dois y aller. Mais ce serait intéressant que d'autres camarades y participent, mandatés par leur syndicat, comme l'a déjà fait les syndicats départementaux de la FAPT. Cette participation à ce collectif n'exonère pas de la création d'un collectif CGT. Au contraire. Voilà.